Donc on arrive maintenant à la découverte d'un nouveau terrain, c'est le Haut Atlas, on peut dire dans les années 83-84. Donc ce Rachid va développer bien évidemment cette période-là et la découverte de ce nouveau terrain. Alors, le Haut Atlas, je l'ai découvert grâce à Abdallah Hammoudi, qui était dans le jury de ma soutenance, 1982, juin 1982. Donc, juste après, quelques semaines après, il me demande, et il demande également Mohamed Mahdi, qu'on fasse partie de l'équipe d'encadrants, d'enquêteurs. Donc, j'étais pas enquêteur, j'étais un encadrant enquêteur. J'avais déjà intégré la faculté en tant que professeur, 1982, décembre 1982. Et donc c'était une autre expérience avec Abdallah Hammoudi, et une découverte d'une autre partie encore berbère. Vous voyez que les choses ne sont pas planifiées. Donc le Stazroualt, c'est des tribus berbères, le Haut Atlas, c'est également des tribus berbères. C'était l'occasion pour moi de pratiquer le berbère, parce que le berbère du citadin, c'est un berbère très limité. Le vocabulaire, c'est le vocabulaire domestique, etc. Et là, c'était une occasion pour que je découvre un peu le vocabulaire de l'agriculture, le vocabulaire pastoral, le vocabulaire sociologique, qu'est-ce que c'est que le foyer, takat, qu'est-ce que c'est qu'un lignage, tersamt, ers, etc. J'avais le temps de poser ce genre de questions, parce que comme j'étais encadrant, donc je ne remplissais pas de questionnaire, donc j'avais 6-7 enquêteurs, et donc je les encadrais. Je voyais avec eux quelques difficultés, s'ils rencontrent des difficultés, etc. Donc j'avais beaucoup de temps pour me familiariser avec les gens, avec le paysage et avec le vocabulaire. Ça, c'était 83, 1980, fin 83, fin 82, début 83. Deuxième séjour de terrain, toujours avec Abdallah Hammoudi, c'était au mois de mars, mais c'était plusieurs séjours qui ont commencé au mois de mars, et il voulait initier une enquête sur la parenté et le mariage. Là, ce n'était pas un questionnaire, ce n'était pas l'encadrement, il nous demandait de l'accompagner dans cette enquête-là. Et donc, la première fois, on a fait un peu l'enquête ensemble, lui, Mahdi et moi-même. Donc, enquête sur les lignages, qu'est-ce que c'est que la takat, qu'est-ce que c'est qu'un foyer, qu'est-ce que c'est qu'une takat. Bon, par la suite, pourquoi la question de takat était importante à l'époque? Parce que vous pouvez trouver 2 frères ou 3 frères qui habitent la même maison, qui n'ont pas le même troupeau, qui ont les mêmes terres, les mêmes parcelles en indivision, et on ne savait pas quels sont les contours du foyer. Quel est le foyer? Par la suite, bien sûr, l'élément déterminant, c'était qui gérait le foyer, qui dépensait, qui décidait les dépenses, etc. Mais au début, ce n'était pas clair. Donc il fallait au moins définir, avant les lignages, définir ce que c'était un foyer. Mon épouse également nous a aidé, Abdallah Hammoudi, dans les enquêtes auprès des femmes. Là également, ça m'a permis de connaître encore mieux les tribus haïtmisanes sur lesquelles je vais travailler par la suite. Tout ça. J'ai visité le sanctuaire de Sidi Chamarou sur lequel je vais travailler par la suite, et ainsi de suite. Donc ce n'était pas planifié. À aucun moment, je ne m'étais pas dit, comme je l'ai fait pour les Amours, je vais travailler sur les haïtmisanes dans le Haut Atlas. Donc grâce à Abdallah Hammoudi, je découvre cette partie-là. Et puis, à un moment, je disais à Abdallah Hammoudi, je vais continuer sur les Amours, à travailler sur les Amours. J'étais fasciné par le sacrifice. Parce qu'il y avait des sacrifices, le sacrifice de Tergiba, qui est un sacrifice qui est scellé lorsqu'il y a une tribu qui est vaincue.
il sacrifiait un animal au profit de l'autre tribu pour mettre fin aux hostilités. Bon, il y avait à l'époque René Girard, on parlait beaucoup de René Girard, de son livre sur la violence et sacré, etc. Je me suis dit, peut-être comment je vais travailler sur le sacrifice en rapport avec la violence, en rapport avec la guerre, etc. Et Abdullah Hamoudi m'a convaincu, il m'a dit, pourquoi tu vas travailler sur le terrain? Travaille uniquement ici. Tu peux travailler sur le rituel ici. Bon, il y a la logistique de l'Institut agronomique, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je parle d'enquête, il y a l'Institut agronomique qui assure la logistique, qui est subventionné, qui finançait nos séjours, etc., etc. Ce qui n'était pas rien à l'époque. Bref, j'ai décidé de ne pas retourner chez les Zemmour et de m'installer dans le Haut-Atlas et notamment chez les Aït-Bizan. Mais le problème à ce moment-là, c'est que j'ai fait un virage de 360 degrés. Le rituel, travailler sur le rituel, travailler sur le sacrifice n'était pas quelque chose de facile à l'époque. Donc, à la limite, les livres sur la sociologie, j'étais relativement familier avec Weber, Max Weber, avec Marcel Mauss, avec Émile Durkheim et d'autres, mais sur le rituel, il fallait faire d'autres lectures. Donc c'est sur le plan thématique, c'était un grand changement. Je parle de conversion à l'anthropologie. Je me plaisais à me définir à l'époque comme étant juriste de formation et anthropologue de conversion. Voilà, anthropologue de conversion. Donc je me plaisais à le dire. Donc c'était une conversion thématique où il fallait lire sur le rituel, sur le sacrifice, et pas uniquement, il fallait lire sur l'histoire de l'anthropologie, il fallait rattraper un retard énorme. Donc toutes mes lectures, c'était un peu centré ou concentré sur ce type de problématique, mais également sur la discipline elle-même. Je ne pouvais pas uniquement lire sur le rituel du sacrifice en oubliant l'histoire de l'anthropologie et ainsi de suite, enfin, les problématiques de l'anthropologie. Donc ça, c'était un changement important dans mon parcours de chercheur, d'accord, donc cette conversion à l'anthropologie. Et la deuxième chose, c'est que j'ai pris mon temps. Tout à l'heure, j'ai dit, bon, par rapport aux Zemmour, je ne pensais pas qu'il faut une préparation au terrain. Maintenant, j'ai pris mon temps, donc j'ai passé 2 ans pour élaborer un protocole de recherche qui fait une 40aine de pages. Peut-être que je vais le montrer par la suite. Je ne l'ai pas maintenant, mais je vais le montrer par la suite. Il fait une 40aine de pages où il y a définition des rituels, l'étude du rituel, les fonctions des rituels, la description, l'observation des rituels, etc. Donc un protocole qui te permet au moins de maîtriser ton espace et ton terrain. Donc un grand changement au niveau de la thématique, un grand changement au niveau de la préparation du terrain, prendre 2 ans, parce que bon, c'est une thèse, ce n'est pas un mémoire de DES que j'ai fait en moins de 2 ans, c'est une thèse, il faut lui donner le temps, donc j'ai donné le temps, donc j'ai lu pendant 1 année, j'ai profité d'une bourse d'1 mois à Paris, donc j'ai acheté pas mal de livres, et c'est là où la conversion, on peut la sentir, parce que dans ma bibliothèque à l'époque, 83, 84, 85, j'étais déjà marié, 83, donc dans ma bibliothèque, il y avait les livres de Karl Marx, les militants, des livres de cinéma, et les livres de l'anthropologie qui commençaient à entrer dans la cuisine. À entrer dans la cuisine et dans les rayons. Donc il y avait, maintenant, l'anthropologie à l'époque, et j'insiste là-dessus, était mal vue, était très mal vue. L'anthropologie, c'est la fille, c'est le rejeton de l'impérialisme, du colonialisme. Et donc comment, voilà, vous étiez militant au Ciné-Club, et puis maintenant vous allez travailler sur le sacrifice, vous allez travailler sur le rituel, sur des objets. À l'époque, les gens, en tout cas les intellectuels, les chercheurs, étaient beaucoup plus pour le développement, pour le droit international, pour des choses, pour l'État et l'administration. Et c'était pénible. C'est pas uniquement pour moi. Abdullah Hamoudi également le disait plusieurs fois parce qu'il travaillait sur la mascarade à l'époque.
1989, il a publié le livre sur la victime et ses masques. Il m'a précédé de 3 ans, 4 ans sur ce terrain, et moi j'ai soutenu ma thèse en 1986. 1986, l'anthropologie était encore vraiment très mal vue. La sociologie était bien vue parce que c'est la discipline des militants, on défendait les paysans, c'était engagé, etc., c'était bien vu, mais l'anthropologie. Et donc, il fallait tout simplement expliquer aux gens que c'était également un engagement. Je ne l'expliquais pas de façon très claire comme je le fais maintenant, que travailler avec les paysans, prendre au sérieux les actions si les paysans sacrifient, il faut prendre au sérieux leurs sacrifices. S'ils célèbrent des rituels, c'est parce que c'est intéressant pour eux. Donc le fait les anthropologues ou la tradition anthropologique à laquelle j'appartiens ou qui m'inspire, le fait de respecter le savoir local était également un engagement. Il n'y a pas que le savoir du militant, il n'y a pas que le savoir nationaliste. Il y a des gens qui interdisaient ou qui bannissaient ce genre de pratiques. Est-ce que c'est parce qu'on catégorise ces pratiques de religion populaire édico-marginalisée aussi? Il y a les deux. Il y a les deux. Vous avez les militants qui ne s'inspiraient pas d'un vocabulaire religieux. Tout ça, c'est trivial, chez Oueda, c'est pas la peine, etc. Donc il y a plus sérieux que ça. Il y a plus sérieux que ça. Vous avez les nationalistes qui sont pour une culture et un savoir et un islam abstrait, un islam national. Et les réformistes religieux qui ne sont pas nationalistes, qui ne sont pas militants, qui te disent ceci est bid'a. Et je vais le rencontrer par la suite sur mon terrain. La bid'a, une hérésie, une innovation hérétique, tout ça c'est bid'a. Mais moi je suis anthropologue, je n'ai pas à juger les pratiques des gens. Un anthropologue essaie de comprendre les pratiques des gens. Si ces gens-là multiplient les rituels, et Dieu sait, je vais en parler par la suite, le calendrier rituel est plein chez ces gens. C'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a des raisons. Donc, quelles sont ces raisons qui poussent les paysans à produire, à faire cette performance rituelle? Et moi, j'ai essayé de comprendre ça dans mon premier livre et dans mon deuxième livre, Sacré et Sacrifice et le suivant des autres. Alors, je continue par rapport à l'accès. À l'accès au terrain. Donc l'accès au terrain était facile ici. Donc je n'avais plus besoin de ces autorisations, ministère de l'Intérieur. L'Institut agronomique, Hassan II, était déjà installé et je m'y introduis facilement. Maintenant, se poser la question pour moi, est-ce que je vais travailler sur les Aït Mizan? Les Aït Mizan, c'est 3 tribus, une vallée, Aït Mizan. Et tous ceux qui partent de Casablanca, de Marrakech vers Toubkal sont obligés de passer par Toubkal, qui est devenu malheureusement célèbre à cause de cette tuerie des 2 filles scandinaves à Sidi Chamarouch. Donc c'est devenu un peu, malheureusement célèbre pour ça. Est-ce que je vais travailler, parce que Abdallah Hamoudi travaillait déjà sur les Aït Mizan, ou aller dans d'autres tribus, toujours dans le Haut-Atlas. Cette question s'est posée parce que lorsqu'on était au Tazarwalt, j'ai observé qu'il y avait des frictions entre les chercheurs, pas Paul Pascal, les jeunes chercheurs, qui travaillaient sur le même moussan. Quelques petites frictions, quelques petites tensions, des enchevêtrements, etc. Je me suis dit, peut-être que la meilleure façon, c'est de laisser Abdallah Hamoudi tranquille, qu'il travaille sur les Aït Mizan et sur des tribus voisines, et moi je me déplace. Alors c'est là où, avec le guide du projet, Omar, qui était un guide de projet payé par l'INAF, donc il va m'introduire dans une autre vallée, qui est à 4 heures de marche des Aït Mizan. Donc on était allé à pied pendant 4 heures et demie, et il m'a introduit dans cette vallée, la vallée de Sidi Fers, qui n'est pas loin de Toubkal, qui n'est pas loin de Loukaïmden. C'est vraiment très, très proche de Loukaïmden, qui est un site connu au Maroc. Donc on m'a introduit, j'étais allé avec mon protocole, observation des rituels, etc.
la personne hôte qui m'a accueilli chez elle a essayé le lendemain de me présenter aux gens, tout simplement. Et là, j'ai découvert une résistance, mais une résistance inouïe par rapport aux pratiques rituelles. Tout le monde me disait non, non, le ma'rouf, non, on ne faisait pas ça. Le sacrifice, non, on ne fait plus ça. Ça, c'est bid'a. Ça, c'est bid'a, c'est haram, etc. Bon, moi, je respectais, bien sûr, je suis anthropologue, je respectais, je prenais note. Et puis, je suis resté quand même 3 semaines, j'étais très patient. Oui, bien sûr. Je suis resté 3 semaines. Pour découvrir d'où il vient. Voilà, pour dire aux gens, voilà, pourquoi, etc. Bon, j'ai trouvé, bien sûr, il y avait pas mal de personnes qui ont accepté, dont 2 femmes qui ont accepté de me parler des rituels. Mais je me suis dit, j'ai même observé un rituel, un ma'rouf privé à l'époque, j'ai observé la twiza, etc. Donc ça, j'étais relativement à l'aise sur d'autres questions. Mais dès qu'il s'agit du rituel, de sacrifice, qui est un peu l'objet de mon terrain, je sentais que j'arrachais les informations aux gens. Et j'aimais pas ça. Tu n'es pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise de pousser. Parce que souvent, lorsqu'on parle d'autre chose, tu lui poses une question, il te parle pendant 15-20 minutes. Tu lui parles de ma'rouf ou d'un sacrifice X ou Y pour un tel saint et pour tel saint. Tu as des petites phrases télégraphiques. Et il faudra encore le relancer, et le relancer, et le relancer. Bon, au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, j'aurais pu rester si je n'étais pas au début de ma recherche. Mais moi, tout le protocole est centré sur l'observation d'un rituel. Je dois observer un rituel. Je ne dois pas avoir uniquement des récits sur le refus, sur le rituel, ou sur le conformisme, ou sur l'effet des réformistes sur la disparition de certains rituels, etc. Donc ce n'était pas mon objet. Alors j'étais obligé de retourner, chez les Zayd Mizan. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas trop philosopher. Donc j'aurais pu choisir et rester chez les Zayd Mizan, qui n'avait aucun problème à parler des rituels à l'époque. J'ai observé plusieurs rituels, j'ai observé le Moussam de Sidi Shmarouch par la suite pendant 4 années, etc. Et là, vous voyez que 2 vallées qui sont à 4 heures de marche de distance, vous avez des rapports différents au rituel. Certains qui sont relatifs. Bon, maintenant, les Zayd Mizan vont également devenir beaucoup plus critiques par rapport au rituel par la suite. Bon. Il y avait toujours des critiques. Mais en dépit des critiques, il y avait des compromis qui faisaient que les gens continuaient quand même à célébrer le ma'rouf, à célébrer le Moussam di Shamarouch, à célébrer d'autres rituels. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu ramassé en 2 mots, 3 mots, c'est la problématique de l'accès au terrain. Il n'est jamais banal, il n'est jamais trivial. Il y a plusieurs scénarios, je n'ai pas le temps de parler d'autres scénarios d'entrée et d'accès au terrain, mais vous avez 3 types d'accès. Le premier dont j'ai parlé chez les Zemmour, tu es seul, personne, tu t'appuies sur personne, tu es obligé de frapper aux portes, d'avoir l'autorisation, etc. Ça, c'est un peu le scénario banal. Et tu avais l'autre où tu t'appuies sur une structure, qui est la structure de l'Institut agronomique, qui te facilite un peu le terrain. Et tu as également l'autre aspect, est-ce que la population t'accepte ou pas? La population m'a accepté, ceux qui ont dit bid'a, ils m'ont accepté, ils étaient très hospitaliers, très sympathiques. Mais c'était mes questions qui dérangeaient, pas la personne en tant que telle. Mais des fois, c'est la personne en tant que telle qui a refusé. Oui. Il y a plusieurs histoires racontées par des anthropologues. Ils ne posent même pas de questions, on le rejette en tant que tel. Parce qu'il est français, parce qu'il est ceci, parce qu'il est cela, etc. Ou parce qu'il est espagnol, ou parce qu'il est scandinave. Ça m'intéresse, une question très importante, c'est que quand vous dites qu'il y a un refus de revenir sur la narration sur le rituel, reconnaître que le rituel est toujours là, est-ce qu'il y a des éléments externes à
sorte d'interdiction, de honte de raconter le rituel, parce que quelquefois on dit les premières années d'émergence de l'islamisme, interdit, pas interdit, etc. ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres éléments externes, ça peut dire nationalistes, politiques, autres, idéologiques, qui fait que les gens commencent à nier une pratique qui est là, qui est historique, qui est sur place, qu'on reconnaît génération par génération ou pas? D'où il vient ce changement de réticence? Je ne pense pas. Maintenant, ce que tu as dit, c'est vrai à partir des années 80-90. C'est après. C'est après. C'est vrai avec les écoles coraniques de Marrakech, dans le Coran, etc. Il y aura soit des personnes étrangères à la tribu qui viennent Exactement. prêcher, soit des gens de la tribu qui sont allés faire des écoles coraniques ou faire autre chose, qui sont retournés pour prêcher, etc. Mais ce dont je parlais dans les années 80, c'était encore le sens commun. Ce n'est pas quelque chose qui est argumenté, c'est-à-dire, je décris dans mon livre les arguments, il te dit qu'est-ce le Coran. C'est dans le Coran. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le Coran? On m'a dit que c'est dans le Coran. C'est tout. C'est un argumentaire. Il n'y a pas une argumentation comme je vais le découvrir par la suite. Pour te dire, l'anguis shirkiyat, fait shirkiyat, fait shirk. Le mot shirk n'a jamais été prononcé pour moi à l'époque. Mais par la suite, on va parler de shirk. Tout ce qui est culte de saint, c'est de l'associationnisme. Il y a un seul Dieu, Dieu unique, il faut sacrifier uniquement à Dieu et pas à des personnes, etc. Même s'ils sont des saints. À l'époque où j'ai 83, 84, 85, 86, c'était le sens commun. Il y a un mot qui revenait souvent, l'asnam. L'asnam, bon, c'est l'asnam, en arabe, c'est l'idolâtrie. Et ça, Berck, j'ai lu chez Berck les structures du Haut Atlas, c'est les années 40, les années 50, les Berbères utilisaient le mot asnam pour désigner ce genre de pratique. Donc il y avait les taleb, les fqih, les lettrés qui parlaient aux gens ce langage-là. Les Almohades l'ont fait. Les Almohades, c'est un puritanisme, c'est le Haut Atlas. Les Almohades sont sortis du Haut Atlas, c'est pas loin de là où je travaille, à Tienmen. Donc ils étaient puritains, donc il y avait toujours une petite histoire du puritanisme qui traversait le rural. Mais c'était pas encore la vague qui va le devenir par la suite, les années 90, 2000. Maintenant, on trouve dans le Haut Atlas des filles, des femmes, à l'époque, c'était pas encore nombreux, 2011, qui portaient le khimar. Alors ce qui est étrange vis-à-vis de la culture. Voilà, c'est étranger par rapport au paysage vestimentaire de l'époque. Donc ce que tu as dit tout à l'heure, oui, on peut le vérifier par la suite, c'est des éléments exogènes. C'est ça. Mais à l'époque, non, c'est des choses qui traversaient, c'est vraiment les lettrés, les lettrés locaux, qui disaient aux gens, sans être vraiment trop rigides, sans être ça c'est l'asnam, ça c'est bid'a, etc. Revenons maintenant à cette question si je me permets de faire une sorte de comparaison entre le travail de Paul Pascan et le travail de Hamoudi au niveau de la démarche, la discipline, la manière de travailler. Autant que vous, à l'époque, vous étiez des étudiants, et jeune étudiant, on peut dire, est-ce que vous avez détecté une différence vis-à-vis du travail des deux chercheurs, entre les deux chercheurs? Est-ce que vous êtes plus adapté à une démarche de l'un plus que de l'autre, ou bien il y avait juste une formation continue, du coup vous n'avez pas trop... Oui, pour être franc avec toi, donc à l'époque, non, je ne sentais pas. Maintenant, je peux le dire, mais c'est pas le contexte, bien sûr. Bien sûr, oui. Je l'ai écrit. Il y a différentes sensibilités, mais pour l'instant, le plus important, c'est que les deux m'ont apporté la générosité. Paul Pascan, il est très minutieux dans ses descriptions. Ça ne veut pas dire que Hamoudi ne l'était pas non plus. Donc, je comprends. Donc, il y a dans ces deux sensibilités ethnographiques, c'est les deux. On disait à l'époque,
Paul Pascon était beaucoup plus dans la pratique, dans l'action, que dans la théorie, et inversement. Mais j'y crois pas beaucoup. Mais non, à l'époque, pour moi, le plus important, c'est que les deux avaient un effet positif sur ma carrière. Donc, Abdallah Hamoudi beaucoup plus, parce que je l'ai côtoyé pendant une douzaine d'années. Donc on a travaillé sur le Haut Atlas, on a travaillé sur le Nomad, donc j'ai beaucoup appris de Abdallah Hamoudi. Je n'ai aucun problème à le dire, à le dire, à le reconnaître. Je n'ai aucun problème, donc j'ai beaucoup appris de lui. Paul Pascon, malheureusement, nous l'avons rencontré en 1981, il est décédé en 1985. Donc je ne l'ai pas vraiment côtoyé au sens fort du terme. Très bien.